Mon nom est Grégory Blanc. Bienvenue à cet épisode numéro 4. Je suis en compagnie de l'incroyable et l'omnipotent L'omnipotent! Olivier Lacombe. Salut Greg! Comment ça va? Super, écoute, c'est le fun que t'en parles. Je viens de faire changer mon statut légal pour me faire enregistrer auprès des dieux de l'Olympe. Oui, donc, tout à fait. Zeus m'a cédé sa place, donc je suis maintenant omnipotent, je contrôle la foudre. Je sais pas si c'est ça que ça veut dire exactement. J'avais pas Mais cette que tous définition-là en tête, mais écoute... omnipotent, tous les pouvoirs. Ouais, c'est vrai, ok, fine. Donc, incluant la foudre. Ok, Écoute, je me couche lightning. devant ton... On parle du lightning. Ah oui, tout à fait. Donc, la foudre... Écoute, c'était pas prévu, chers auditeurs, ça n'était pas prévu. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Et ça marche. Et je sors des blagues comme ça, là. Ah oui, non, mais vous voyez vraiment le niveau. Je suis claquer des doigts, mais... Oui. Je suis capable de sortir des blagues inutiles. Absolument. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, bienvenue à cet épisode numéro 4. Si vous écoutez toujours. Si vous écoutez toujours. Donc, on peut vous laisser un petit temps mort pour aller écouter les 3 premiers épisodes si vous voulez. Mais, donc, on achève cette, on va dire, moi, j'ai envie de dire cette première version d'histoire du F-35 parce que j'ai le feeling qu'on va devoir faire peut-être des 2.1 et puis des 3. Entre les épisodes. On en fait déjà dans l'aéropode standard quand il y a une nouvelle sur le F-35 qui est intéressante. Qui est intéressante, oui. Bref. Mais éventuellement, peut-être dans un an, je pense qu'on va être obligé de faire des mises à jour sur ce hors-série-là. D'autant plus que peut-être qu'un jour, le gouvernement du Canada va se décider et acheter des avions. On nous parle de 2050. Ouais, à peu près, je pense. Là. D'après moi, mes futurs arrière-grands-petits-enfants vont peut-être avoir un cerf-volant. Donc, donc, on est parti. Épisode numéro 4. On est rendu... Alors, commençons déjà par mettre de l'ordre là-dedans. L'épisode numéro 1, on a parlé, faire un petit récapitulatif rapide. On a parlé des programmes, ce qui a mené à la réflexion au fameux Joint Strike Fighter, les programmes de DARPA, etc., etc. Épisode numéro 2, on a parlé de la Battle of the X-Planes, donc la bataille des avions expérimentaux qui a mis en conflit direct Boeing et Lockheed. L'épisode numéro 3, on a parlé de l'évolution, du développement du F-35. Donc, c'est bien beau avoir eu le contrat. Mais après ça, il fallait assurer. Puis là, on a su, grâce au merveilleux travail d'Olivier, le merveilleux travail de recherche, que Lockheed a eu pour son argent. Hein. Je veux dire, ça a coûté cher, là, mais je pense qu'il y en a une couple chez Lockheed qui ont sué efficacement. Et là, épisode numéro 4, on pourrait appeler ça l'épisode maintenant et le futur, parce que on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est rendu en date d'aujourd'hui, là, à peu près. On va parler des clients, des futurs lots / blocs / versions. Il y a différentes façons d'appeler ça. Donc, chez Lockheed, on parle de blocs. Mais donc, tout ça. Fait on devrait avoir suffisamment de viande encore aujourd'hui pour jaser encore un bon petit bout. Ce programme, vous le savez, je l'ai dit abondamment, me fascine. J'ai une sincère et honnête fascination pour le... C'est la démesure dans un certain... je pense que oui. D'une certaine façon. Ah oui, je pense que c'est très bien dit. Il y a quelque chose en arrière de ça qui est... le Dream Big American, Think Big, le rêve américain, excusez-moi, j'ai tout mélangé. On dirait que c'est un petit peu, il y a un petit peu de ça dans ce programme-là. Donc, ouais, c'est... Donc là, Olivier, cessons de... tergiverser. Avec quoi on commence? Vas-tu partir avec les clients? Avec les clients, c'est une bonne idée, ouais. Moi, ce qu'on va regarder, c'est les clients, les partenaires, qui c'est qu'on a acheté. Et ensuite, on va aller en détail dans l'F-35. On va parler encore de quelques problèmes de soucis avec Lockheed. Oui. Et ensuite, on va vraiment aller voir en détail le F-35, ses capacités, ses composantes. Et puis... voir un peu ce qui se passe pour le futur. J'aimerais ça aussi, si jamais on a le temps, de juste faire un petit retour rapide sur la façon de faire, la méthode Lockheed. On va en parler tantôt. Super, parce que je pense que c'est quand même important. C'est pas une question de tomber sur le dos de Lockheed puis d'aller casser du sucre sur eux autres, mais
je pense que ça mérite quand même d'être mentionné puis D'être souligné. D'être souligné, ouais. Donc, le client principal du F-35, vous l'avez probablement deviné depuis le début de la série. Donc, c'est les gouvernements américains. Mm-hmm. Donc, on parle entre les trois versions, la version conventionnelle, le F-35A, la version à décollage court et atterrissage vertical, la version B, et la version C qui va sur les porte-avions, qui les États-Unis seront les seuls à avoir la version C. Ouais. Donc, en ce moment, les États-Unis, pour la US Air Force, les F-35A, ils ont un carnet de commandes. En fait, ils prévoient acheter 1763 avions, la version A seulement. La version C, pour la marine américaine, on parle de 247. Le corps des Marines, jusqu'à ce que les choses changent, on parle de 353 appareils à décollage vertical, atterrissage vertical de décollage court et 80 F-35 embarqués, la version C. Oui, parce qu'il faut pas oublier que les Marines ont Ils la ont un nouveau version plan. normale aussi. Et au nouveau plan, ils vont rationaliser leurs escadrons, donc ces chiffres-là risquent de diminuer. OK. Ensuite, on arrive au niveau des partenaires. Donc, la façon que le programme du F-35 a été façonné, Ouais. c'est que il y avait, oui, les Américains développent l'avion, paient la majeure partie du développement parce que les autres en commandent le plus. Mais il y a différents partenaires de différents niveaux. Il y a 4 niveaux de partenariat pour le développement de l'avion. Mm-hmm. Et ces gens-là, dans différents niveaux de partenariat, obtiennent une plus ou moins grosse part du gâteau au niveau des équipements, des sous-traitants, logiciels, etc. pour l'avion. OK. Ça fait-tu du sens? Bon, jusque-là, ça va très bien. OK. D'où ton air dubitatif. Non, non. En fait, je faisais juste réfléchir à... Oui, c'est vrai que c'est fonction uniquement. L'argent que tu y mets fait en sorte que tu vas avoir un retour de job. Là. Si tu achètes de mes avions, puis exactement. Donc, le partenaire de niveau 1, il y en a un seul, c'est le Royaume-Uni. Mm-hmm. Le plan était d'acheter 138 avions. À présent, il y en a 48 sous contrat, des F-35B qui sont partagés entre la Royal Air Force et la Fleet Air Arm de la Royal Navy, donc l'aéronavale britannique. Donc, le reste de la commande sera déterminé plus tard, à savoir si le total reste inchangé à 138 et si ce seront que des F-35B ou s'il y aura des F-35A mélangés. Il faut savoir que les Britanniques, ils avaient déjà expérimenté ça avec le Joint Harrier Force, juste avant le retrait des Harrier. Les appareils étaient dans un groupe commun entre la Royal Navy et la Royal Air Force. Et dépendamment qui avait besoin des avions, mais ils formaient un escadron avec les avions. Et autant les pilotes de la Royal Air Force pouvaient être déployés sur un navire, autant les pilotes de la Royal Navy pouvaient aller être déployés au sol. Donc, avec les F-35, ils ont gardé cette structure-là qui leur permet beaucoup de flexibilité au niveau des pilotes. OK. En ce moment, il y a 3 escadrons qui utilisent l'avion. Le 17e escadron qui est responsable des tests sur l'avion. En ce moment, il est à Edwards, aux États-Unis, pour aider avec le IOTE. Ouais. Il y a le 610e escadron, les fameux Dam Busters qui avaient brisé les barrages durant la guerre avec les Lancaster. Ouais. C'est le premier escadron opérationnel pour les Anglais. Et le 207e escadron, c'est le deuxième escadron basé en Angleterre et c'est un OCU ou Operational Conversion Unit. Donc, c'est une unité qui va faire l'entraînement des pilotes sur cet appareil-là. OK. Et au niveau de la Royal Navy, le 809e escadron de la Royal Navy, de la Fleet Air Arm, de l'aéronavale, va être activé en 2023. OK. Et là, en Angleterre, le F-35 ne remplace pas le Tornado, mais remplace le Harrier, carrément. Okay. Le Tornado est remplacé par le Typhoon. Oui, c'est vrai, effectivement. J'avais fait l'erreur quand on préparait l'épisode. Mais puis je l'ai vu passer un petit peu à droite à gauche, là, où on disait vraiment que on allait remplacer le F-35 allait finir par remplacer le Tornado, puis la discussion était partie tout simplement du fait que certaines personnes, experts et pseudo-experts, disaient non, le F-35B ne peut pas remplacer n'a pas la capacité de remplacer le Tornado. C'est pas fait le même travail. Exactement. Donc, c'est un scandale et tout ça. Non, ce n'est pas un scandale puisqu'il ne le remplacera pas. Ouais. Voilà. Donc, les Anglais viennent de finir un long processus de modernisation et d'ajout de capacité sur le Typhoon, le projet Centurion, pour remplacer le Tornado. Okay. Donc, là, en ce moment, le Typhoon en Angleterre fait 100% d'émissions du Tornado. Donc là, c'est complété. Oui, c'est complété. OK. Ensuite, on arrive aux partenaires de niveau 2. Donc, il y a 2 partenaires de niveau 2. Donc, le premier, c'est l'Italie.
Ouais. L'Italie, qui a une des 3 usines qui assemblent les F-35, est située à Cameri, en Italie. Donc, ils assemblent des versions A et des versions B. OK. En ce moment, ils assemblent les avions qui sont pour la Force aérienne italienne, l'AMI, l'Aeronautica Militare, et aussi pour éventuellement l'aviation navale en Italie, pour remplacer les Harrier. Ouais. Et ils assemblent aussi des avions qui vont aux Pays-Bas. OK. Donc, eux autres, l'Italie va assembler des avions qui sont destinés au marché européen. Oui, et aussi, c'est un stand pour l'entretien, comme un dépôt. OK. Donc, le plan pour les Italiens, est passé de 131 à 90 avions. Donc, 60 F-35A et 30 F-35B qui opéraient depuis le Cavour, qui est le porte-avions italien en ce moment. OK. D'accord. Donc, ça, c'est le plan des Italiens. Ensuite, les Pays-Bas, eux, un partenaire de niveau 2 également, il est planifié d'acquérir 67 avions, mais le budget en ce moment ne prévoit que l'achat de 37 avions, des F-35A, qui équiperaient 2 escadrons. OK. Il a été question de l'achat de 15 avions supplémentaires pour équiper un 3e escadron, mais les budgets n'ont pas encore été déposés. Ils regardent un peu pour ça. OK. Donc, ça monterait à 37 plus 15. Olivier, tu mentionnais 3 usines. Oui. Donc, il y en a une à Fort Worth. Oui. En Italie. Oui. La 3e est où? Au Japon. On va y arriver. Wow. Je t'ai devancé, excuse-moi. Je suis tellement excité. Je te le dis, c'est un programme qui me fascine. Si tu veux aller trop vite, Greg. Je m'excuse. Tu vas finir par... en tout cas... Je vais le regretter. C'est quoi? Ouais. C'est une menace, ça? Ou Non, non, c'est mise en garde. OK. Maintenant, on arrive au partenaire de niveau 3. Le premier partenaire de niveau 3, je les ai mis en ordre alphabétique, donc c'est pour ça que c'est le premier. C'est l'Australie. Ah. Donc, 72 avions planifiés avec potentiellement une centaine. L'Australie souhaite présenter une défense forte face aux ambitions de la Chine et de... Et de la Nouvelle-Zélande? Non. Oui, les dangereux kiwis. Donc, surtout pour une défense forte contre la Chine dans la région et en gardant un œil sur l'Indonésie. Pour pas que les Indonésiens viennent jouer dans leur plate-bande. Mais il y a quand même des bonnes relations entre les deux pays, mais quand même, l'Australie fait comme tenez-vous tranquille, on vous a à l'œil. Mais c'est pas le but de l'épisode, là, mais écoute, je viens d'apprendre quelque chose. Je savais pas que l'Australie avait gardé un œil sur l'Indonésie. L'Australie s'est positionné comme le principal pays dans le Pacifique Sud. Ouais. Donc, ils sont là un peu faire la police. OK. Eh bien, ça me fascine. Et en fait, si nos auditeurs se questionnent de OK, c'est quoi le problème? C'est parce qu'ils sont en train de développer le projet Wingman là, avec l'espèce de drone qui ressemble à un F-35 pas de pilote. Là. Puis je me posais sincèrement la question de mais pourquoi qu'ils veulent pousser ça aussi loin? Puis il me semble que c'est quand même assez... les choses se placent. Encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, là, c'est... Ah, tiens, un morceau d'information qui vient très bien fitter dans le... OK, c'est bon. Excuse-moi, je viens de comprendre. Donc, les F-35 remplaceront éventuellement les Super Hornets qui avaient été achetés pour remplacer les F-111. Oui. Donc, les F-111 que leur mission était d'aller frapper un ennemi qui était au nord de l'Australie. Ah, je me demande bien c'est qui. OK. Ensuite, le Canada, on est un partenaire de niveau 2. On avait commandé... c'est correction, exactement, niveau 3. Donc, on avait commandé des F-35 sous le gouvernement Harper, sans appel d'offres. Mais le gouvernement Trudeau, dans une excellente décision qu'ils ont pris dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ont annulé cette commande qui avait été préparée sans aucun appel d'offres. Et là, le pays est dans un processus... Une impasse? Non, pas une impasse, juste un processus lent et fastidieux de remplacer les F-18. Oui. Et tu avais fait l'excellent travail de nous rappeler que c'était finalement... une bonne chose. On pense pas que c'était prévu, là, mais c'est une bonne chose finalement. Parce que si on avait acheté ces avions-là, ça aurait été des avions qui auraient été difficilement modifiables. Ouais, modifiables pour des mises à niveau. Ouais. Donc, à l'époque, on parlait de 65 avions pour remplacer 80 Hornets. Ouais. Et en ce moment, les appels d'offres qui sont là, c'est encore pour 65 avions. OK. Ensuite, on a le Danemark, 27 F-35 pour remplacer le 48 F-16. D'ailleurs, le premier F-35 est sur la chaîne d'assemblage depuis janvier pour les Danois. Oui. Il a dû sortir sûrement. Là, c'est son numéro de série, pour ceux qui s'intéressent, c'est le L-001. OK. Pour les Danois. Je sais pas pourquoi ils ont pris L, mais bref, c'est ça.
La Norvège, 52 F-35 pour remplacer les F-16. On parle toujours aussi de la version A de l'avion. Les avions de la RNAF, la Royal Norwegian Air Force, sont les seuls qui sont équipés d'un parachute de freinage. Oui. Donc, si vous regardez un F-35 norvégien, il y a une bosse entre les dérives, c'est le parachute de freinage qui est là. Oui, c'est une affaire, ça a été ajouté dessus, là, avec le bruit qui vient avec, là. Oui, exactement. Et puis, ils sont aussi équipés du Joint Strike Missile qui est développé par une compagnie là-bas en Norvège. Oui. Pour le F-35. Exact. Ensuite, on a les Security Cooperative Participants. Là, il y en a 2. Donc, on a Israël qui éventuellement vont recevoir 75 avions. En ce moment, il y a 20 F-35 sous contrat. Ils sont localement désignés comme le F-35I pour Israël. Oui. Et il y a certains équipements dans les avions israéliens que les autres pays n'ont pas. Même les Américains n'ont pas certaines pièces d'équipement. Oui, on en avait parlé, c'était une des seules, en fait, c'est le seul pays, on va finir par le dire comme il faut, le seul pays qui a réussi à dealer, je sais pas comment, avec Lockheed et le gouvernement américain surtout, qui a été capable d'avoir le droit de trifouiller le code et l'avionique et d'aller changer des boîtes et tout ça, là. D'ailleurs, Lockheed vient de produire un exemplaire de test en vol pour la force aérienne, les forces militaires israéliennes. Donc, c'est un avion qui est instrumenté. Donc, il y a des capteurs de force un peu partout. Il y a des câbles spéciaux pour mesurer des trucs. Ils vont l'envoyer en Israël. Ils vont pouvoir s'en servir pour tester leurs propres modifications. OK. Ensuite, on a Singapour, ce petit pays-là qui est coincé entre la Chine puis la Malaisie surtout. La Malaisie, l'Indonésie, tout ça. Ils ont une approche lente et délibérée pour acheter leur matériel militaire. Ils viennent de commander 4 F-35B. Oui, la version B, décollage court et atterrissage vertical, avec l'option d'en acheter 8 de plus en janvier. En fait, la commande a été passée en janvier de cette année, en janvier 2020. OK. Donc, ils en ont 4. Ils veulent voir comment l'avion fonctionne, comment ils peuvent s'intégrer avec leur concept d'opération là-bas. Et si ça va bien, ils vont en commander plus. Donc, petit à petit pour remplacer probablement eux aussi des F-16. Ouais. Ensuite, au niveau des exportations, on a la Belgique. Ils ont eu un contrat de 34 F-35 pour remplacer 54 F-16 livraison en 2023. Et le F-35 avec fracas avait défait le Eurofighter Typhoon dans ce contrat-là. Ensuite, on arrive au Japon. Donc, le Japon qui doit montrer les dents un peu face à la Chine qui... et la Corée du Nord aussi. Le Japon, tu nous l'avais très bien expliqué dans un aéropod dans les semaines passées. Le Japon qui est en train de montrer les dents, c'est très bien dit, qui est en train de se réarmer, mais big time, là. Oui, mais en fait, c'est pas tant qu'ils se réarment, c'est juste qu'ils s'arment. Oui, c'est vrai, parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils en avaient, mais c'est l'autodéfense. L'autodéfense, là, vraiment, ils ont une capacité d'attaque, de projection. De projection d'expéditionnaire. Donc, une des 3 usines, comme on a déjà parlé, est située là-bas. Okay. Et un temps, ils voulaient fermer l'usine puis juste acheter des avions déjà fabriqués aux États-Unis, mais là, ils décident de garder le truc ouvert parce qu'ils ont passé un contrat pour 105 F-35. Donc, éventuellement, il devrait en avoir 147 en tout, 105A et 42B. Ouais. Mais là, il y a une commande de 105 qui va être divisée entre des A et des B. Puisqu'on avait parlé, je crois, dans l'aéropod, leur fameux destroyer porte-hélicoptère / porte-avion, ceux de la classe Izumo. Oui, déguisés en voilier, là. Quasiment, là. Mais en fait, des très gros destroyers qui ont l'air d'un navire d'assaut du corps des Marines. Ouais. Donc, ils ont été conçus dès le début pour recevoir des avions. Et là, ils vont les modifier. Ils vont appliquer des modifications dessus pour pouvoir opérer les F-35. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le deuxième destroyer de la classe Izumo, c'est le Kaga. Et le Kaga était un des porte-avions lors de l'attaque de Pearl Harbor. Tout pour provoquer. Pas vraiment. OK, fine. C'était un nom traditionnel. Ouais, OK. Mais quand même, tu sais, ça... Sinon, c'est comme si tu verrais arriver le USS Enterprise, là. Tu peux dire, ouais, provoqué, mon grand-père était dans la marine impériale japonaise. Oui, mais... Oui, j'avoue que... Mais c'est comme c'est eux qui ont gagné, tu sais, peut-être que c'est pas... Mais non, c'est juste... En fait, tout ça pour dire ce qui me fait sourire, donc, juste pour finir avec les Japonais, c'est ce dont on parlait déjà. C'est tout le côté où on s'est... au niveau aéronautique, surtout, on va parler de quelque chose que je connais, là. On est en train de faire beaucoup au niveau militaire. Leur avion de patrouille maritime, si on va juste faire une petite parenthèse, l'avion de patrouille maritime qui est entièrement le P1 développé, financé et tout localement, incluant les moteurs. Je vais parler de quelque chose que je connais encore mieux.
C'est même pas c'est pas un CF34 dérivé de quelque chose, là. C'est un design from scratch, local, donc fabriqué et designé au Japon. Il y a l'avion de transport aussi. Le C2. Le C2, qui lui est équipé de moteur GE, là, c'est du CF6. Et là, on va avoir le dépôt qui va être ou qui est en train de se construire avec des F-35. Mais l'usine est déjà là. Il y a déjà des F-35 qui ont été construits à cet endroit-là. Oui. C'est pour ça que oui, effectivement. Entre le temps où on a processé l'information, eux autres étaient déjà en opération. Exact. Ensuite, on a la Pologne. Donc, achat de 32 F-35 pour remplacer les MiG-29 et les Sukhoi 22. Mm-hmm. C'est le fameux projet, le programme Harpy. Ouais. De l'oiseau, l'aigle harpie ou la fameuse harpie de la mythologie grecque. Ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, comme vous disiez un des épisodes précédents, où ça va être difficile pour la Pologne d'utiliser les F-35 en entraînement avec leur capacité, pleine capacité, parce que les Russes sont très proches. Les Russes vont pouvoir écouter les genres de signaux électroniques que les F-35 peuvent émettre. Puis ça dérange pas les Américains? Ben, les Polonais pourront juste pas s'en servir à pleine capacité en entraînement. Il faut voir que ces capacités-là soient faites en simulateur seulement. OK. Parce que oui, effectivement, ça va être problématique et je suis à peu près certain que les Russes les attendent, là. Mais ouais, effectivement. Moi, par rapport à ça, est-ce que les Américains font un échange? Ils font-tu une reprise de location? C'est-à-dire, je vais te vendre des F-35 puis je vais repartir avec tes Sukhoi puis des... Je pense pas. Ce serait intéressant, ça. Ils sont rendus trop vieux, ces avions-là. Ah, c'est pas grave. Les Sukhoi 22, là, ils ont... ils méritent leur retraite, des années 80, là. Ouais, c'est vrai. OK. Ils ont été bien entretenus, mais c'est vraiment des avions qui sont rendus dépassés maintenant. Ensuite, on a la Corée du Sud, 40 F-35A, livraison du premier en mars 2018. En décembre 2019, il y avait 13 F-35 au sein de la 17e escadre en Corée. Il y a aussi l'intention d'acquérir des F-35B pour la Corée, qui seraient basés, eux aussi, sur un navire d'assaut pour des opérations amphibies. Donc, vraiment, la Corée, là, ceux qui pensent que la Corée du Nord aurait une quelconque chance contre la Corée du Sud... ouais. Je pense qu'il y aurait une grosse mauvaise surprise. Ouais, non, mais je pense pas que effectivement que ça tiendrait longtemps. Il y a certains, sur Twitter, j'ai vu des affaires où les gens espèrent un affrontement. Sincèrement, je ne le souhaite pas. Non, parce que les Coréens du Nord ont l'arme nucléaire, donc on veut pas ça. Absolument. Donc, tu sais, du jouer au tough comme ça, avec de l'équipement, tu sais, je veux dire, dans le fond, pour la Corée du Sud, continuez de vous armer, continuez à faire peur et à peser dans la balance, puis ça devrait être correct. Ça devrait bien aller. Il y a aussi, j'ai lu qu'il y avait il y a un potentiel où le Japon, ouais. Si la Corée se réunifiait, Oui. À l'instar de l'Allemagne, ça ferait vraiment un contrepoids, un gros contrepoids face au Japon. Le Japon aurait probablement de la misère face à ça. Ah oui? Au niveau quoi? Main-d'œuvre, économique et tout ça? OK, ouais. Donc, un peu comme l'Allemagne aurait un poids démesuré en Europe, mais ça ferait la même chose en Asie au niveau de la Corée. OK. Ben, c'est vrai, c'est pas fou, effectivement. Donc, l'autre des clients potentiels, le F-35 est aussi en lice avec plusieurs compétitions. En République tchèque, remplacement des Gripen à partir de 2027. La Finlande, compétition HX, qui est en cours. C'est pas encore connu qui va... au moment où on enregistre, on ne sait pas encore qui a gagné la compétition. La Grèce, remplacement des F-4E et des F-16 Block 30. Mais ces derniers, finalement, vont être modernisés. Ils vont les garder. Ils vont faire des F-16V avec leurs avions. Donc, imaginez un peu, la Grèce va avoir des F-35, mais la Turquie n'en aura pas. Les deux ennemis jurés de chaque côté de la mer Égée qui n'auront pas de... Je vais revenir sur une affaire, Olivier. J'ai complètement oublié de te demander, avec la Corée, excuse-moi, petit retour en arrière. La Corée, est-ce qu'elle fabrique des pièces? Elle participe au programme de... C'est une bonne question. Je ne crois pas. Selon ce que j'ai vu, c'est vraiment juste un client d'exportation. Okay. La Corée est en train de développer son propre chasseur furtif. C'est vrai. Le KFX. Oui, puisque GE a déjà shippé un set de moteurs. Ouais. Donc, on a parlé justement. Puis on a mis aussi dans un des épisodes une photo du premier KFX qui est dans son gabarit d'assemblage. Oui, OK. Ensuite, on a l'Inde, potentiellement jusqu'à 126 F-35A, mais la bureaucratie fait en sorte que rendu là, ils seront probablement rendus au F-35 Z ou Viper, quelque chose de même. Donc, retenez pas votre souffle pour des F-35 en Inde.
La partie n'est pas gagnée. Mm. Mais l'Inde leur historique de non-alignement pourrait tout aussi bien aller acheter un avion en Corée. Ouais, il y aurait ça aussi. C'est le cas FX. Là, Moi, ce que j'avais vu faire par un rapport truc champ gauche, là, mais non, mais t'as ridicule. entièrement raison, Olivier. C'est probablement qu'ils vont nous arriver avec quelque chose dans ce style-là. On va faire, Comme c'est arrivé avec le Rafale. Tu sais, oui, non. Ça a pris 10 ans. Pouf, ils ont signé le contrat. Fait que, fort probable. Mais au niveau du F-35, moi, ce que j'avais vu passer, les rares informations que j'avais vu passer pour l'Inde, c'était vraiment au niveau de l'Inde aurait voulu avoir, mettons, le assemblage final sur place. Et c'est là, c'est surtout à cause de ça, et non pas juste la bureaucratie, qui ferait que c'est fort peu probable. À cause de la proximité avec la Chine et d'autres comme ça, c'est de la technologie beaucoup trop sensible, et l'avion est supposé rester en opération pendant au moins 50 ans, donc fort peu probable. Ensuite, on a l'Indonésie. Il y a des pressions américaines pour acheter des avions américains. L'Indonésie voulait acheter des Sukhoi 35. Ouais. Mais comme j'en ai parlé dans un des express, ils sont plus très sûrs parce que s'ils achètent un avion de la Russie, ils peuvent avoir des sanctions du gouvernement américain. Ouais. Donc, ils savent plus vraiment ce qu'il y a le pied danser face à ça. Et finalement, la Roumanie, il y a un projet d'achat mais qui est loin dans le futur parce que la Roumanie est après c'est rééquipée avec des F-16 à partir du Portugal. OK. Donc, les Ogma au Portugal me remet des F-16 à niveau et c'est les Roumains qui les achètent. OK. L'Arabie Saoudite, Ouais. peut-être, parce qu'il y aurait probablement des grosses pressions de la part d'Israël pour que ça se fasse, ce contrat-là. Pourtant, ils ont un ennemi commun, fait que ça veut pas forcément dire que... mais c'est l'adage, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, là, ça marche pas vraiment dans ce coin-là. Sauf s'ils volent en F-35. Ouais. L'Espagne, les F-35B pour remplacer les AB-8B qu'ils ont dans l'aéronavale. Pour aller sur le San Juan. Oui. Et puis l'Espagne est impliquée dans le programme FCAS avec Dassault et Airbus. Ouais. Donc les F-35 ne devraient pas venir troubler la fête en Espagne parce qu'ils veulent avoir les contrats avec Airbus, division militaire d'Airbus. Oui, ben c'est très Airbus gros. Défense, là. Airbus Military est en Espagne. Getafe. Getafe. On va prendre Madrid. Séville. Séville. Non. Getafe est proche de Madrid, mais il me semble que l'usine est à Séville. Il me semble que c'est toujours à Getafe qui envoie les Ça se peut. MRTT. Bref, J'ai peu visité importe. Séville, là, en tout cas. Tant qu'à y aller, on va aller. On va faire un tour en De Espagne. toute façon, mais excellent point, Olivier. C'est en Espagne. On va aller faire un tour. Puis on ira à Getafe et on finira ça à Séville. après. Manger des tapas à tous les endroits. À toutes les heures de la journée. Donc, All right. Dans l'Espagne, probablement des F-35B pour justement l'aéronaval. Et Ouais. la Suisse, il y a une compétition en ce moment pour remplacer les Hornets et les F-5. Ils sont en compétition avec le Eurofighter et le Gripen qu'ils avaient eu, mais que non. et le là. Super Hornet également. Ouais. Donc, les résultats de l'évaluation sont toujours pas annoncés. Et il y a beaucoup de contrats ici. Là, si on regarde la Finlande, la Suisse, les résultats de ces compétitions-là vont vraiment venir influencer d'autres contrats. Ouais. Tout à fait. Donc, si, exemple, la Finlande et la Suisse ne choisissent pas le F-35, il y a probablement d'autres pays qui n'auront pas que le F-35. Parce qu'ils vont se sentir, les autres n'ont pas pris, moi aussi, je suis capable de pas en prendre. Ouais, tout à fait. Et vice-versa aussi. Donc, les clients manqués, donc l'Allemagne, remplacement des Tornados, ils ont préféré acheter des Super Hornet et des Typhoon versus des F-35. Le Taïwan, il y a eu une opposition virulente de la République populaire de Chine. Ouais. Et Taïwan a décidé de mettre à jour ses F-16 au standard F-16V. Ouais. Et puis les Émirats arabes unis, il y a eu des pressions d'Israël. Et ils ont un projet, il y aurait probablement un projet avec la Russie pour un avion de 5e génération. Mais j'ai vu quelques trucs dans les magazines à l'époque, il y a quelques années, mais on n'a plus rien vu depuis. Ouais. Faudrait voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, là, mais c'est pas... ça sent les Émirats le arabes Vaporware. unis, de toute façon, les Émirats, tu le sais mieux que moi, Olivier, là, les Émirats arabes unis, en ce moment, ce qu'ils n'ont pas en chasseur 5e génération, mettons, là, ils l'ont en early warning system. Ils ont une surcapacité. De collecte d'informations. C'est incroyable. C'est ridicule. Ouais. C'est l'équivalent. Je lisais quelque chose qui me disait que c'est l'équivalent presque, là, sans blague, là, de ce que la France serait capable de mettre en opération au moment. Il y a ça aux Émirats arabes unis qui est gros comme ça. Ouais, il est gros comme l'île de Montréal, genre. À peu près.
on exagère, là, mais pour vous donner une idée. Là. Donc, oui, effectivement. En attendant, il compense. Puis là, le F-35, normalement, il est vendu avec une participation industrielle dans le programme. OK. Donc, c'est comme ça. Si t'en achètes, ben, on va te donner une part du gâteau. Le Canada, comme partenaire de 3e niveau, on a une compagnie du Québec qui fait des pièces pour le F-35. Oui. On va les nommer pour... On le dit-tu? Ah oui, donc. Ils sont ici à l'aéroport, pas loin. Héroux DevTech. Ça commence par Héroux, ça finit par DevTech. Et il y a atterrissage lunaire au milieu. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Mais qui dit retombée industrielle dit pratique douteuse de chez Lockheed Martin. Et c'est là que le bas blesse, effectivement, parce que on en a glissé un mot dans l'épisode d'avant, Olivier, c'est le petit côté le petit côté plate, comme on dit au Québec, là, de toute cette histoire-là, ce qui vient mettre un peu d'ombre sur toute cette saga-là. Parce que c'est vrai que techniquement parlant, l'avion est complexe, c'était difficile, c'est compliqué, ça l'est encore, mais le Lockheed, qui a malheureusement un département de lobbying aussi gros que le département d'ingénierie, ne fait pas que des belles choses. Lockheed, une longue histoire de pratiques vraiment douteuses. Souvenez-vous des F-104 en Allemagne. Mm-hmm. Il y avait un scandale de corruption à l'époque. Les 630 au Japon, même chose. Donc, non, on dit pas qu'il y a encore de la corruption, mais il y a vraiment un volet politique. Aux Pays-Bas aussi. Hein? Aux Pays-Bas également, que le roi ou le prince avait été accusé d'avoir Pour eu le des pots de vin. F-104? Pour le F-104? Ben, c'est la tactique. Ouais, tout à fait. Donc, on dit pas que ça a toujours lieu, mais il y a toujours, avec Lockheed, il y a toujours ça qui traîne en arrière-plan. Les gens qui ont la mémoire longue se souviennent que Lockheed a des tactiques oui. un peu... Une des tactiques qu'ils ont mis en avance, parce que quand on en a discuté en préparation d'émission, Olivier, tu nous mentionnais que si c'était pas des enveloppes brunes, là, de l'argent cash directement donné comme ça, là, c'est la version moderne de ça. J'avais bien aimé ton expression de dire c'est la version moderne des petites enveloppes ou des grosses, ça dépend. Là. La construction. de la construction, là, des petites enveloppes de papier. Là. Puis en fait, une des pratiques qu'ils ont mis de l'avant ces 20 dernières années et même voire plus, le programme du F-35, par exemple, aux États-Unis, il est monté d'une façon que si jamais il arrive quelque chose au programme, il y a un paquet de monde qui va perdre sa job si on s'arrête uniquement à regarder l'emploi. OK? À tous les niveaux, toutes sortes de salaires, du magasinier jusqu'au CA, là. Il y a un paquet de monde qui va perdre sa job. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont réellement été capables de monter une structure, c'est une toile d'araignée vraiment très complexe. Et le concurrency testing s'inscrit là-dedans. Oui. Ils se sont arrangés pour imprimer de l'argent. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, tester l'avion pendant qu'on le met en service et tout ça. Il n'y a pas un État américain qui n'a pas un fournisseur, une petite shop, une université, un pavillon universitaire en génie, en informatique, qui travaille sur ce projet-là, qui est financé par Lockheed. Donc, tous les États ont une participation dans ce programme-là. Ce qui fait en sorte que si on arrêtait ça, il n'y a pas 300 millions d'Américains qui perdraient leur job. Mais il y a des gens aussi, il y a des gens au Sénat, il y a des gens de la Chambre des représentants qui ne se feraient pas réélire. Exactement. Donc, on va jouer là-dessus. On fait de la recherche dans ton État. On fabrique dans ton État. Donc, on est vraiment venu jouer. Puis, je voulais vraiment prendre le temps de l'expliquer parce que, comme je disais, j'aime beaucoup ta présentation, ton idée de dire c'est la version moderne de l'enveloppe brune où je te soudoie pas directement comme on faisait à l'époque, là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre dans une position que tu pourras plus dire non. Parce que là, il y a un paquet de monde chez vous qui va venir cogner à ta porte si moi je suis obligé de fermer dans 2 ans, les élections. Et dans 2 ans, les Américains sont en élection à tous les 2 ans, soit au Sénat, soit Chambre des représentants. Donc, ça vient vraiment jouer là-dedans et c'est clairement avoué que c'est ça la stratégie. Au Canada, on a essayé tant bien que mal d'avoir un petit peu la même approche, c'est-à-dire que on est allé chercher des compagnies qui, à cause de la participation au programme, ont eu de la job en retour. Mais également à travers certaines petites initiatives, comme par exemple
Lockheed Martin, la division de Lockheed Martin qui fait du service après-vente, qui est venue acheter l'engine shop d'Air Canada. La shop fonctionne, OK? Les gens qui travaillent, c'est des anciens de l'engine shop d'Air Can. Elle fonctionne, la shop, là. Il y a pas de problème, là. Elle fonctionnait avant, ils faisaient de l'argent avant, malgré ce qu'on disait. Et ils en font relativement encore aujourd'hui, ça va. Mais qu'est-ce que Lockheed Martin est venu faire à s'acheter une shop de moteurs? Il y avait des rumeurs aussi qu'ils fermeraient la shop de San Diego pour tout ramener la job ici à Montréal. Tout ça, là, je m'excuse, là, je veux pas enlever le... C'est de la politique aérienne. Oui, c'est les gens qui nous écoutent, là, puis j'ai tout à fait, j'ai à cœur le travail qui se fait ici, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je sais que les gens qui sont ici font du très bon travail, mais malheureusement, c'est pas pour vos beaux yeux qui sont venus ici, c'est parce qu'il y avait quelque chose en arrière ils avaient quelque chose en arrière de l'oreille, là. Puis c'est d'essayer de montrer patte blanche puis de dire hey, tu sais, on est là, on fait vivre du monde, Et genre en Norvège aussi, quand il y a eu le contrat en Norvège, ils ont la diplomatie américaine est venue influencer la compétition en disant ouais, mais vous savez, hein, ce serait dommage que vous auriez justement c'était plus difficile de voyager aux États-Unis pour les Norvégiens. Ouais. Oui, ben ça c'est ce serait plate qu'il y ait un visa. Les gens savent que le département d'État fait beaucoup de pression diplomatique pour les compagnies en Indonésie. Tu viens d'en parler en Ouais. Indonésie. Puis ça, on le sait que c'est vrai. Là. C'est même pas une question de Lockheed Martin ou non. Là. On sait que le département d'État aux États-Unis ne fait pas dans la dentelle et ne se gêne surtout pas pour faire des pressions quand ça va dans leur sens, bien évidemment. Donc... fait que ça, c'est une partie, puis il y en aurait plein d'autres histoires à raconter à ce niveau-là, là, de comment on s'organise pour que finalement un État aux États-Unis ou un État, le pays, soit dans une position où, ouais, tu sais, ce serait pas catastrophique. Au Canada, ce serait pas catastrophique, c'est juste que ça paraît très mal. Tu sais, c'est ça la problématique là-dedans. Donc, je sais pas comment on pourra s'en sortir. Certains analystes, certains experts disent que il va falloir, tu sais, c'est tellement gros, c'est tellement bien implanté, c'est tellement bien géré qu'il va falloir juste apprendre à vivre avec ça, puis on n'aura pas le choix. Ça va venir avec. Donc, si le Canada s'équipe de F-35, tout ce dont on vient de discuter là, le petit côté obscur de Lockheed Martin, ça va venir avec, malheureusement. T'sais. Puis c'est ça qui est un peu dommage, parce que même si l'avion est pas parfait, puis l'idée c'est pas de vendre quelque chose de parfait, loin de là, il reste que, tu sais, c'est du technique, c'est de l'aérospatial, il y a pas de politique là-dedans. Là, fait que c'est ça qui est un peu dommage à ce niveau-là. Voilà. Bon, assez de mauvaises nouvelles et de trucs déprimants. Let's go. On va rentrer dans le vif du sujet. On va décrire le F-35, ses systèmes, un peu ses capacités. Oui. Donc, le F-35, c'est... on l'a déjà dit, l'épisode 2, dans le fond, c'était un F-22 monomoteur. Mm-hmm. Donc, on a une aile trapézoïdale. Oui, vas-y. Stabilisateur conventionnel et les deux stabilisateurs verticaux. Mm-hmm. Donc, les matériaux composites comptent pour 35% du poids de l'avion. Et l'avion apporte le double du carburant d'un F-16. Donc, sans F-16 sans réservoir conforme. Oui. Et il peut voler à 50 degrés d'angle d'attaque et une vitesse maximale de Mach 1.6. Donc, il répond exactement au cahier des charges. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, il faut que l'avion fasse ça. L'avion doit faire A, l'avion fait A. Donc, au niveau des capteurs sur cet avion-là, on commence par le nez de l'avion. Donc, on a le radar de APG-81. C'est un radar de chez Northrop Grumman avec des modes air actifs et passifs. Donc, c'est un mode sur que le radar émet une onde pour trouver quelque chose qui est en avant, ou il fait juste écouter. D'un coup, qu'il y aurait un autre radar qui envoie une onde et par ricochet, le radar de l'avion l'intercepte cette onde-là et peut trouver quelque chose. Ouais. Et des modes de synthetic aperture radar, donc d'ouverture synthétique, là, où on peut faire du surveillance maritime. OK. Et aussi prendre des photos au radar d'un truc au sol. Et des modes d'attaque électronique où le radar peut envoyer une onde et carrément détruire un récepteur radar dans un autre avion en le surchargeant de signal ou de brouiller un truc au sol.
et peut suivre des cibles multiples à plus de 150 km. Donc, c'est un radar très performant sur le F-35. Ouais, puis ça, c'est les nouvelles générations de radars AESA. Oui, donc le fuselage est large. Pourquoi il est large? Le nez est large, le radar est très gros. Donc, c'est un radar qui est bien performant. Ensuite, on a le AAQ-37. C'est les 6 caméras qui sont autour de l'avion, qui ont un champ de vision de 60 degrés chaque. Donc, pour 360 degrés de vision. C'est ça qui va faire marcher le projecteur dans le casque et qui permet de détecter le lancement de missiles. Donc, les caméras, en plus de projeter l'image au pilote, s'il y a un flash d'un moteur d'un missile qui est détecté dans un certain rayon autour de l'avion, ça va vers sur le pilote. OK. Donc là, le pilote pourra prendre des actions, des mesures défensives appropriées. Ouais, tout à fait. Ceux qui pensent qu'un missile qui est tiré contre un avion, c'est la fin de l'avion, mais l'avion peut manœuvrer et s'arranger pour que le missile manque d'énergie pour pouvoir manœuvrer pour venir l'intercepter. OK. Au niveau des caméras, Olivier, c'est pas un truc synthétique, là, c'est des vraies caméras là. Donc, c'est dans ma question, c'est plus, pour juste que ce soit clair, c'est pas une reconstitution synthétique. Non, c'est des vraies caméras. Là. C'est des vraies caméras, OK. C'est comme s'il y avait 6 GoPro autour de l'avion. OK, voilà, là, c'est clair. Mais meilleur. Ouais. Et plus cher. Probablement. Ensuite, on a le ASQ-239 Barracuda. Ça, c'est la suite de guerre électronique de l'avion qui vient de chez BAE Systems. OK. Il peut localiser des émetteurs avec précision. Donc, il écoute ce qui se passe autour. Il dit, il y a tel radar qui est là-bas, il y a tel truc là-bas, il y a un F-15 qui vole là-bas. Donc, c'est aussi ce qui s'appelle en anglais le DAS, le Defensive Aid Subsystem. Ou juste Defensive Aid System. Donc, c'est ça qui va venir vraiment faire la carte de ce qu'il y a comme menace autour de l'avion. Pas tant de menaces, mais au niveau de ce qu'il y a comme d'électromagnétique autour de l'avion. OK. Ça va venir détecter ça. Ensuite, on a le AAQ-40 EOTS. C'est la tourelle de désignation laser qui est sous le nez de l'avion. Elle est fabriquée par Lockheed Martin. Donc, c'est avec ça qu'ils vont pointer au sol pour que notre avion fasse « OK, je vois ton point » ou « désigner pour une bombe ». Un truc comme ça. Donc, ça, c'est l'espèce de petit prisme qu'on voit en dessous du nez. C'est le AAQ-40. Ensuite, on a le ASQ-242, le CNI. C'est la suite de communication, navigation et identification. Là-dedans, on a ce qu'on appelle le Multifunction Advanced Data Link et le fameux lien 16 qui est là-dedans. Ça, c'est communiquer avec les autres avions, les systèmes de commande et de contrôle comme les AWACS, les navires au sol, pas au sol, mais sur l'eau. C'est là qu'on trouve les navires. Ouais, quand même, ouais, ça va. Ouais. De préférence, là, en tout cas. En gros, c'est ça. Mais peut-être qu'en Corée du Nord, il y en a aussi sur la Terre. En 2018, Lockheed a choisi Raytheon pour fournir la prochaine exécution du DAS de l'avion et aussi les caméras. Seulement le AAQ-37, c'est Northrop Grumman qui a fourni. Ouais. Et la prochaine édition, donc mise à jour des systèmes, c'est Raytheon qui va les... Ah tiens, bizarre. Northrop Grumman a juste décidé d'arrêter d'en fabriquer. Ah oui? Northrop, ils sont comme ça, eux autres. Ils regardent le projet. Ah non, il n'y a plus d'argent à faire avec ça. Ils abandonnent le projet carrément. Ben, ils ont raison. Je casse pas la tête. En fait, ils ont raison. Oui, excusez-moi. Là. Ils ont raison dans le sens où, je veux dire, ça doit être... ils ont raison sous-entendait que Lockheed doit être pas facile à dealer avec non plus. Là. Donc, j'imagine qu'effectivement, soit il n'y a plus d'argent à faire avec ça, soit Lockheed a essayé de les squeezer encore plus. Ouais. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Ensuite, on peut parler de la furtivité de l'avion. Donc, c'est un avion qu'on avait déjà parlé. C'est dans le premier épisode, la 4e génération d'avions furtifs après le F-117, le B-2, le F-22. Mm-hmm. Les entrées d'air, on en a parlé au deuxième épisode. Ouais, 2, 3, on ne sait plus. Je sais ici, là. Je vais trouver ça. Moi, j'ai... Deuxième épisode. Okay. C'est des entrées d'air qui sont diverless supersonic inlet, qui ont une bosse justement pour ralentir l'air avant d'arriver au moteur. Il n'y a aucune pièce mobile. Et en plus, ça cache la soufflante du moteur au radar ennemi. Fait qu'ils sont capables de compter le nombre de pales. Okay. Parce que oui, les radars maintenant sont capables de regarder dans une rentrée d'air, de trouver à quelle vitesse, de combien de tours minutes la soufflante tourne, et dépendamment avec la grosseur du retour de l'écho-radar et la distance et la vitesse, ils sont capables de arriver avec un fort degré de probabilité c'est quoi comme avion. OK. Donc c'est vraiment rendu... ils appellent ça du NCTI, Non-Cooperative Target Identification. OK. Là, j'avoue que je suis impressionné. Là. C'est comment c'est impressionnant. Oui, quand même, oui, effectivement. Et puis, apparemment, l'avion aurait la signature radar d'une balle de golf.
OK. Fait que ça, c'est quand on parle de signature radar grosse comme une mouche, une balle de golf ou une Volkswagen, là, Ouais. c'est... L'énergie radar qui est reflétée. C'est l'énergie radar qui est reflétée qui est gros comme. Ouais, c'est comme si vous prenez le F-35, vous prenez une balle de golf, OK. vous les illuminez avec le même radar, ils vont renvoyer la même énergie. OK. D'accord. Donnez l'idée. Apparemment, le B2, c'est un truc, là, c'est encore plus petit qu'une balle de golf. Là. C'est pas comme un 10 sous, un truc comme ça. Là. Ouais. C'est une affaire vraiment ridicule. Là. Donc, c'est vraiment... Mais encore là, il y a une certaine distance. C'est sûr, si l'avion est stationné en face du radar, ils vont le voir. Là. Ouais. Mais c'est genre à une distance de 100 000 nautiques, l'énergie renvoyée au radar est équivalent d'une balle de golf. OK. Donc... Ils disent jamais à quelle distance puis à quel type de puissance du radar. C'est drôle, ça. Pourquoi qu'ils le disent pas? Hein? Ils doivent avoir leur raison. Au cas où les Chinois écouteraient notre podcast, on sait pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris eux. Là. Et finalement, le cockpit, après ça, je vais te laisser parler du moteur. Ouais. Donc, le cockpit, l'information est présentée sur un écran de 20 pouces par 8 pouces. Donc, 20 pouces de large, 8 pouces de haut. Et puis, dans le projecteur qui est dans le casque. Et puis, le siège éjectable, c'est un Martin Baker US 16E. Il y avait des problèmes avec le siège dans le passé, comme on parlait en préparation d'émission. Les gens qui étaient trop grands ou trop légers, donc comme les femmes, le siège était trop puissant pour ces personnes-là, mais ils ont corrigé le tir depuis, littéralement. Ils ont ajusté les... Martin Baker ont fait leur devoir. OK. Et ils ont rangé le siège. OK. Pour permettre un plus grand, large éventail de corps de pilote. Ouais, OK. Et aussi, les sièges ont des supports lombaires, tout ça, qui sont ajustés au pilote avant que le pilote rentre dans l'avion. C'est pas juste une chaise là, qui traîne par terre là, Ouais. OK. dans le cockpit. D'accord. Faisons un petit recap du moteur. Donc, le moteur, c'est le F-135, donc développé par Pratt & Whitney aux États-Unis, nos amis de Hartford. C'est important de le mentionner à chaque fois, quand même, que c'est Pratt à Hartford. Donc, fait que motorisation unique, on en avait glissé un mot, encore une fois, que on a jonglé avec l'idée éventuellement d'avoir peut-être une double motorisation sur le F-35. Donc, ça devait être le F-136. Ce n'est pas le cas. Je le mentionne parce que vous pourriez malheureusement encore le voir passer parce qu'on en a abondamment parlé, puis GE a fait beaucoup de lobbying pour que l'idée reste d'actualité. Mais en 2011, ça a été abandonné. Le gouvernement a dit pour des questions de coûts et tout ça, on va rester avec une motorisation unique. Fait que c'est Pratt qui reste le maître d'œuvre avec son F-135. Il y a 3 versions qui existent, surtout au niveau... on va dire deux versions pour de vrai, mais sur papier, il y en a 3 d'un point de vue manufacturing. Il y en a une qui est très évidente, c'est la version qu'on utilise sur le F-35B, la version des Marines, parce que ça prend une modification au niveau du moteur pour être capable de brancher cet arbre de transmission qui vient se brancher sur le système de le lift fan. By the way, le lift fan, je ne le traduis pas parce que c'est un nom, c'est un trademark, comme Kleenex ou Frigidaire, là. Donc, ça s'appelle le lift fan. Il y a une espèce de grosse boîte de réduction là-dessus. Tout ça, il a fallu brancher tout ça sur le moteur. Et donc, la version de ce moteur-là est différente pour être capable de se brancher sur le lift fan et également pour être capable de brancher les saignées pour les sorties sur les ailes là, qu'on mentionnait là, qui donnent entre 2000 et 3000 livres de trosse là. Donc il y a aussi cette saignée là. Si vous regardez les photos, les diagrammes sur internet, il y a un paquet de dessins là, des vues en coupe du moteur. Vous allez voir ces saignées là, ces trous entre guillemets sont bouchés sur la photo. C'est vraiment, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, là, mais donc dans le fond, dans le ducting, là, dans le passage où il y a normalement le bypass, là, l'air du turbofan passe à l'extérieur du corps du moteur. C'est là-dessus qu'on a la saignée qui se prend. Donc le moteur, le F-135 pour le F-35B, c'est le moteur, c'est la version du moteur la plus modifiée des 3. On parle de combien c'est quoi la puissance du F-135?
La puissance comme telle, on parle de entre 27, 28, presque 30 000 livres de thrust à sec. Et on monte à presque 40. Là, je sais que sur les fiches, c'est des chiffrons là, qui mettent là, 40 piles, puis parce qu'on le saura jamais, évidemment. Mais avec la réchauffe, donc la post-combustion, on monte à plus de... Les experts disent que c'est un petit peu plus que 40 000 livres de thrust, là, ce qui est quand même très bon pour un moteur de cette de grosseur-là. Donc, on voit quand même l'évolution technologique à travers le temps. On niaisait du TF30, le moteur du Tomcat. Là. On est passé à autre chose avec le F-135. Puis comparé au F-119, c'est quoi la différence de puissance? C'est à peu près 5000 livres de plus. C'est pas si tant plus que ça. À peu près 5000 livres de moins à peu près là, à sec. Puis à peu près 5-6 000 livres de plus avec la réchauffe. Ce qui a vraiment changé. Fait que les gens qui pourraient se dire du 119 au F-135... ils ont fait quoi, ouais? Ils n'ont pas une si grosse différence que ça. En fait, la première chose sur laquelle on a joué, c'est la consommation. Donc, vous pouvez être sûr et certain que du 119 au 135, on a une meilleure combustion. Le moteur roule plus chaud. Là, on rentre dans les trucs beaucoup plus thermodynamiques et tout ça. Là. Mais c'est une réalité. Et puis ça, c'est les gens qui nous écoutent sans doute très fortement. Puis d'ailleurs, on a un très bon exemple avec le nouveau 777, le 777X là, qui s'en vient d'ici 1 an ou 2. Là. Le moteur, le GE 90, là, le 9X, il n'y a pas une si grosse différence en termes de fan. Il est un peu plus gros, oui, mais il n'y a pas 12 pieds de plus. Là. Ce qui va beaucoup changer d'une version à l'autre, c'est qu'on a beaucoup plus travaillé au niveau des alliages, des alliages exotiques. Donc, des alliages qui sont capables de prendre beaucoup plus de chaleur. Si tu es capable d'avoir plus de chaleur, tu es capable de mieux brûler ton fioul, une meilleure combustion. Donc, pour la même quantité de fioul, fait qu'à mettons une cuillère à soupe de carburant, ben dans une version de moteur comparée à l'autre, tu vas mieux brûler ton fioul. Donc, tu vas être capable d'aller chercher le maximum de puissance de cette même cuillère à soupe de carburant-là. Donc, ça, c'est un effort qui est fait surtout d'un point de vue environnemental. Mais également, ça vient influencer le comment on va brûler notre carburant. Détail niaiseux, on parlait de furtivité là, depuis 2-3 épisodes, Olivier. Là. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent ici à Saint-Hubert quand les Voodoo étaient stationnés ici. Puis je sais pas s'il y en a qui se rappellent les avoir vus décoller. Ben sincèrement, là, les avions, on pouvait les suivre à la trace et au-dessus de Québec, là, tu les voyais encore d'ici. La traînée de fumée. Avec la traînée de fumée, là, comme un Hercule. Ça, c'est du carburant qui est mal brûlé. Là. De la suie. Donc ça fait de la suie puis tout ça. Donc c'est vraiment niaiseux, mais c'est aussi là-dessus. On est dans les détails. Le diable est dans les détails. Le F-35, c'est exactement ça. Tu as donné des super bons exemples, Olivier, au niveau de la furtivité, sur quoi qu'on travaillait, tout ça. On est dans les petits détails, là. Donc ça en est un aussi, une meilleure combustion, moins de traces qui est visible à l'extérieur, on brûle moins de carburant pour rien. Là. Donc on va y jouer sur la consommation à ce niveau-là. Donc au niveau du 119 au 135, une meilleure consommation de carburant, puis c'est quand même utile. Je veux dire, quand tu es rendu sur le théâtre d'opération, tu sais, si ça peut te permettre pour la même quantité de fuel de rester une demi-heure de plus au-dessus on le prend. Du terrain de bataille, je pense que les gars au sol, surtout pour ceux qui viennent appuyer comme le faisait le A10 là, éventuellement, rester on station qui appelle là, je pense que les gars au sol vont l'apprécier. Là. Donc on vient jouer encore une fois avec à ce niveau-là. Il y a eu des petits problèmes avec le F-135 là. On se rappelle qu'il y a eu un feu entre autres il y a 3-4 ans là, de ça là. C'était l'intégrité de Power Supply hein, ça il y avait eu. Ouais, il y a eu un petit problème avec un add-on là, sur le moteur là. Mais c'était pas quelque chose de vraiment de très grave à ce niveau-là. Au niveau du F-135, la grosse affaire en ce moment qui tourne, qui plane au-dessus du programme, c'est qu'on est en train de se rendre compte que le moteur a atteint sa limite thermodynamique. Ce que ça veut dire en langage clair, c'est que le moteur est au maximum de sa poussée qu'il est capable de donner. Et en fait, ça, c'est parce que, comme on s'en doute, puis que ce soit civil ou militaire, les plateformes ont une fâcheuse tendance à s'alourdir avec le temps, surtout en développement.
On a parlé dans un épisode passé qu'on a fait la guerre au poids sur le F-35B, entre autres, mais ça a été appliqué à peu près à toutes les autres plateformes aussi, là, autant le A que le C. Mais il reste que le F-35 s'est alourdi avec le temps. Et là, la peur qu'on a, c'est que l'avion finisse par faire sa job. Puis là, ben, il a coûté tellement cher, on va essayer de le toffer le plus longtemps possible. Mais le toffer le plus longtemps possible, ça veut aussi dire qu'on risque de lui faire des choses qu'il ne devait pas faire au début. Là, rendu là, vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus qu'il ne fait pas déjà, là? Un laser? Oh, ça, c'est bon, Olivier. C'est pour ça que c'est le fun de travailler avec des experts comme toi, tu vois. Parce que là, on aurait un problème qu'on n'a pas assez de power. Donc, éventuellement, ben, il faudrait un moteur qu'on soit capable de brancher, d'extirper plus de puissance, mettre plus de générateurs. Ben là, quelqu'un pourrait dire, ben, t'as juste à mettre un générateur de plus, puis that's it. Pourquoi changer de moteur? Ben, un, il n'y a pas de place, puis deux, je sais pas si vous le savez, mais plus tu branches de choses sur ton moteur, plus ça prend du gaz. Plus ça prend du gaz parce que c'est de l'énergie qui est passée ailleurs que dans la propulsion. OK? Donc, ça fait une très, très grosse différence. Puis, ben, anyway, il faudrait redesigner le moteur pour avoir une boîte d'accessoires plus grosse, etc., etc. Donc, on est déjà rendu dans beaucoup de détails, mais tout ça pour dire que le moteur a relativement bien maturé jusqu'à maintenant. C'est honnêtement le dernier des problèmes de Lockheed en ce moment, le moteur. Ce qui, pour Pratt aussi, est une bonne chose parce que ça leur permet de se concentrer sur d'autres choses, dont, entre autres, un GTF. Ouais, ça de même. Là, c'est pas, 3 lettres au hasard. Ouais, absolument. Sauf que là, le problème qu'on risque d'avoir, c'est que le moteur a plus de marge de manœuvre. Donc, puis, je sais pas si on a besoin de vraiment de clarifier le point au niveau thermodynamique. Là. Tout ce que ça veut dire, c'est que puis c'est la grosse mode ces 20-30 dernières années, c'est normalement, on fournit un moteur pour faire une job. Donc, on l'installe sur un avion, mais il est beaucoup plus puissant que ce qu'on a besoin. Lui, il est juste assez. Donc, il n'y a plus de marge thermodynamique qui fait que le moteur peut travailler un peu plus fort, puis ça ne causera pas de tort. Un peu comme Pratt fait avec les PT6, que tout à fait. On met un moteur, exemple, quand je volais un TBM, on avait un moteur équivalent thermodynamique de 1700 HP équivalent. Mais il était détaré en français. Oui, détaré à 700. À 700, 900 ou à 1000 chaque horsepower. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. C'est que ça te donne de la marge de manœuvre, ça donne de la marge de manœuvre à l'opérateur. Tu sais, fait que c'est pas... Toi, tu penses que tes limites, ton cadran dans le cockpit te dit « c'est chaud, attention! » Non, mais le moteur, lui... Je me souviens, j'avais discuté avec des gens de Pratt & Whitney puis ils m'avaient dit... sur ce moteur-là, les limites, c'est pas mal des suggestions. Ouais, ben c'est ça. C'est qu'on veut que les gens respectent une certaine limite d'opération, mais il n'y a pas de. Il m'avait dit, je me sais plus trop, là, je sais plus quelle version du PT6, là, mais il dit, on l'a fait marcher, je sais plus combien de temps, pas d'huile, puis ça n'a jamais rien changé. Absolument. Oui. Puis il donne aussi souvent, Pratt donne l'exemple des barreaux de chaise. Là. Ouais. Oui, absolument. Ça roule. Donc là, c'est ça. Alors, pour notre bon vieux F-35, on peut commencer à dire ça déjà. Ah oui, depuis bon vieux F-35. Depuis 2001. Hein? Oui. On commence à arriver à la fin de ce que le moteur est capable de donner. Ce qui nous amène à, éventuellement, vous avez peut-être déjà vu ça passer ces derniers mois. Il y a certains experts, des journalistes, peu importe, là, et même certaines personnes au gouvernement qui commencent tranquillement à parler d'une future remotorisation, mais pas dans 20 ans. On va en parler à la fin, pour le futur de l'avion. D'accord. Parce qu'il y a différents points à parler de ça, là. Fait que, donc, à ce niveau-là, c'est pas mal ça. Au niveau du moteur, très bon moteur. Good. Il n'y a pas grand-chose. Le lift fan, merveille de technologie. De ce qu'on en sait, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Moi, de ce que j'ai vu un petit peu à droite à gauche, de l'information que j'ai trouvée, c'est que ça a été over-designed. Pour être sûr de ne pas avoir de problème. Pour être sûr de ne pas avoir de problème parce que, et dans le fond, c'est une des rares composantes sur le F-35 qu'on n'a pas touché du design original, dans le sens où ça a été surbâti, là, surconstruit. C'est beaucoup plus fort que ce qu'on aurait de besoin, mais c'est tellement critique qu'on a décidé de ne pas y toucher puis de sabrer, mettons, au niveau du poids. On a décidé de faire des efforts ailleurs que sur le lift fan. Donc, ouais. All right.
C'est un avion de combat, le F-35. Je pense que oui. On parle d'armement. Alright, donc. Donc, F-35A, c'est le seul avion qui est équipé d'un canon. La seule version qui est équipée d'un canon interne. On en a parlé à l'épisode 3. Ouais. Un canon qui a un peu des mots de tête à Lockheed. Oui. Donc, c'est le GAU 22/A, 25 mm. Et dans la racine de l'aile gauche, c'est un canon qui a 4 canons. C'est un canon rotatif, mais il y a versus le Vulcan qui a dans les 5, lui. qui a le 6. 6? OK. Ça semblerait bien, en tout cas. Peu importe, lui, il y en a 4. Il y a 182 obus. Donc, c'est du 25 mm. Le Vulcan, c'était 20 mm. Donc, un obus qui est plus lourd, qui fait plus de dommages. Et l'obus, c'est toujours très bon pour l'appui au sol des troupes. Donc, c'est une arme qui a très peu de dommages collatéraux. Ouais. Versus une bombe qui aplatit Tout le monde. un pâté de maison. Là, ça Exactement. fait juste... ils sont capables de viser une fenêtre et les obus vont dans la fenêtre. OK. Le F-35B et le F-35C, ils ont le même canon, mais il est installé dans une nacelle sous l'avion. Il prend la place de la moitié de la soute. OK. Donc, dans cette fameuse soute-là, il y a 2 pylônes. En fait, on va parler des ailes avant d'arriver à la soute. Donc, il y a 2 pylônes externes qui peuvent transporter des charges jusqu'à 2500 livres. Okay. Sur les F-35B, ils sont limités à 1500 livres, ces pylônes-là. OK. Les 2 pylônes intérieurs peuvent transporter des missiles RR. Ah non, c'est dans la soute, ça. Donc, les pylônes dans la soute, par moitié, il y a 2 pylônes à l'extérieur et 2 pylônes à l'intérieur de la soute. Donc, à l'extérieur, le A et le C peuvent accrocher 2500 livres sur chaque pylône. OK. Dans le cas du F-35B, c'est juste 1500 livres. Okay. Et les pylônes intérieurs, qui sont plus au centre de l'avion, eux, c'est les missiles RR qui vont dessus. OK. Donc, des AMRAAM ou des AIM-9X. Ce qui peut être transporté, c'est l'inventaire standard, le JDAM, Paveway, JSO, SDB, Spear 3 pour les Anglais, AIM-120, AIM-9, Meteor éventuellement pour les Anglais, le super missile de MDBA. Ouais. On vous mettra des liens dans les notes avec, pour ça. qui est équipé d'un statoréacteur. Un ramjet, ouais. Assez impressionnant. L'avion a également 6 pylônes externes. Au début, il devait en avoir 4, mais Lockheed en a rajouté 2 de plus. OK. Donc, c'est pas juste, ils n'ont pas juste enlevé des choses, ils en ont rajouté. Les 2 de plus, c'est ceux qui sont un petit peu inclinés avec les Sidewinders. Ouais. Hein? Okay. Donc, ceux à l'extérieur, c'est pas des AIM-9 ou des AIM-132, là, des ASRAM. Ouais. Et le pylône intérieur a une capacité de 5000 livres. Celui qui est le plus proche du fuselage. Ouais. Celui au milieu, 2500 livres. Sauf pour le F-35B, encore là, il est juste 1500 livres. OK. Je crois que c'est pour la capacité, ce qu'on appelle le bring back, qui peut revenir se poser sur un porte-avions en vol vertical. Oui. Sinon, il serait juste pas capable s'il y avait 2500 livres là, il manquerait de jus. Parce que c'est important de mentionner que sur certaines plateformes, à une certaine époque, il y a quand même très longtemps, si tu revenais avec ton armement, il fallait que tu le largues. Oui, là, les armements coûtent cher. Ils sont dit si on est capable de les ramener, ben pourquoi pas. Ouais. Pour le futur, on a parlé du bloc 4 déjà dans le deuxième épisode. Ils préparent, comme on disait, que Lockheed Martin pour mettre 6 AIM-120 des AMRAAM dans la soute avec le programme Sidekick. Et aussi, ils vont mettre les Météores et le Brimstone vont être dans le bloc 4. Ouais. La modification ça, de bloc c'est 4. pour le Météore, c'est pour les clients européens. Ouais. Et on pourrait penser qu'on se demande pourquoi les Américains n'ont pas acheté avec une licence pour en fabriquer parce que c'est vraiment un très bon un missile. sale missile. Puis ils ont travaillé fort en MBDA. Là. Ouais, mais c'est vraiment tout un missile. Là. Et il y a Brimstone aussi qui est c'est un fuselage de missiles Hellfire comme il y a sur les hélicoptères Apache avec un nouveau moteur fusée. Je pense qu'il y a un moteur qui a double impulse, donc il peut donner deux élans vers l'avant. OK. Et il y a un capteur différent qui fait à la fois laser et radar. C'est un super bon missile. Les Américains n'en ont pas acheté. Puis en Europe, surtout les Britanniques ne jurent que par ça. Okay. C'est un autre truc de chez MDBA, là, un autre super produit. Okay. Aussi, ils prévoient intégrer les bombes nucléaires dans le bloc 4B. OK, oui, parce qu'éventuellement, c'est supposé être capable de remplacer les F-15 et autres. Ouais. Donc, ça, en gros, c'est notre description de l'avion. Il y a eu quelques accidents de F-35. Il y en a 500 qui volent, donc on peut s'attendre qu'à ce quantité-là, qu'il y en a qui vont s'abîmer. Le premier a eu lieu le 23 juin 2014. Justement, t'en as déjà parlé. C'est le F-35A à Eglin que le rotor du troisième étage de la soufflante qui a brisé, le feu a pris. Ouais. Et là, ça a causé un incendie. Les avions ont été clos au sol pendant un petit bout de temps. Ensuite, le 28 septembre 2018, il y a eu un F-35B qui s'est écrasé près de la base des Marines de Beaufort, en Caroline du Sud. Le pilote est éjecté. Et là, c'est des conduites d'essence qui étaient défaillantes. OK. Donc, la conduite d'essence est détachée, le moteur a manqué de carburant. OK.
Donc, ça vole pas très bien, l'avion, pas de... Non, effectivement, mais c'est quand même surprenant. Le 9 avril 2019, l'écrasement de F-35 de la Force d'autodéfense aérienne du Japon en mer. Le pilote a été décédé. Il pense que c'est une désorientation spatiale qui sera la cause de cet écrasement-là. OK. Et on en a parlé dans Aéropod le 19 mai de cette année, en 2020, un F-35 qui était écrasé à Eglin, encore En Floride. En Floride, oui. Ouais. Donc, on sait pourquoi? Non, pas encore. Hein? non, on sait pas pourquoi, mais le pilote s'est éjecté et il est allé à l'hôpital. OK. Donc là, au niveau du... avant de parler du futur, j'ai quelques informations intéressantes sur l'avion, des petits trouvailles que j'ai trouvées. Sais-tu combien coûtent toutes les attaches qu'il y a sur le F-35? Les attaches, qu'est-ce que tu veux dire? Boulons, rivets, vis... Combien ça coûte au total? Pour un avion. Il y a combien d'argent en dollars américains d'attache sur un F-35? Ben écoute, admettons qu'on part du fait que l'avion coûte 80 millions. Moi, je dis qu'il y en a au moins pour 10 millions. 120 000. OK. 120 000 d'attache. OK, j'aurais pensé plus que ça quand même. Pensez à ça, aller chez Renault Dépôt, là, acheter pour 120 000 d'attache. Ouais. Ça en fait des petits sacs. Ouais, quand même. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à cette heure, puis il y a beaucoup de pièces qui sont soudées à cette heure, puis tout ça, donc ouais. Collées, etc. Ouais. Le coût versus l'effet, on parle de l'avion coûte cher, oui, mais l'avion coûte moins cher à exploiter qu'un avion de plus vieille génération. C'est plus économique d'envoyer un ou deux F-35 que d'envoyer une dizaine de F-18. Ouais. Parce que les deux F-35 peuvent... ils n'auront pas besoin de se défendre contre personne, il n'y a personne qui va les voir passer. Ouais. Donc, ils vont pouvoir frapper la cible et revenir à la maison. Donc, toutes des missions qui sont... on n'a pas besoin d'avions qui font de patrouilles anti-avions, d'avions qui font du support et de guerre électronique, des avions qui neutralisent les défenses aériennes ennemies. Donc, tous ces avions de support-là, ils peuvent être envoyés à faire d'autres tâches et non escorter les F-35. Donc, c'est un peu... Donc là, ce que ça sous-entend aussi, Olivier, c'est que tu auras moins ou pas besoin de AWACS et tout ça, là? Moins besoin. Les AWACS vont pouvoir aller ailleurs. OK. Ça va. Mais reste à voir s'ils vont vraiment le faire. Ils vont vraiment juste vouloir couvrir toute leur base puis quand même envoyer les AWACS, tout ça. Ouais. Mais l'avion, en théorie, n'en a pas besoin. OK. D'accord. Puis le F-35, avec son lien multi-lien haute vitesse, peut envoyer les informations qu'il détecte à la WACS. Oui, c'est vrai. Puis là, ils peuvent rebrasser leur carte. Élargir encore plus. Ouais. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu sais, es-tu au courant du surnom que l'avion porte? Le Big Turkey? Laisse-moi y penser. Non. Non. L'avion a été surnommé le Panther. What? Ouais. Par qui? Les Américains. Il y a à Eglin, les pilotes ont été vus avec des patchs, les instructeurs. Puis c'était écrit Panther Tamer, donc les dresseurs de panthères. OK. Et c'est redevenu comme le F-18 qui était le Bug. Ouais. Et le Super Hornet qui est le Rhino. Ouais. Donc les avions ont le F-14, son surnom c'était le Turkey. Okay. Donc le F-35, son surnom c'est le Panther. C'est cute. Ah, un gros minou. Ben oui. On aime ça. Ah oui, ça c'est sûr. On est fan des chats ici. Quantité de chats qui passent sur les réseaux sociaux et tout. Aéropod, là, on est fan des chats. Ah oui, absolument. Donc, le futur. Qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là? Ouais. Donc, le F-35 va être modifié, mis à jour tout le long de sa carrière. C'est déjà en cours avec le Block 4 qui est en développement. En théorie, il a été designé pour ça. Il Oui. est supposé être upgradable, pas indéfiniment. Là, mais pour une bonne partie de sa vie. Ouais. Donc, on a déjà évoqué le Block 4, 4B, 4A, 4B, 5 et 6, qui est très loin dans le futur. Le Block 5, tu l'as dit, on devrait avoir un nouveau moteur pour l'avion. C'est ce qui est en train de se tramer en coulisses, là, mais je pense sincèrement qu'on n'a pas plus de détails que ça, Olivier, parce que Ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Ils attendent les résultats parce que Pratt et GE travaillent sur les Adaptive Cycle Engine. Les moteurs à 3 flux. À 3 flux, exactement. Puis, je pense qu'il y a également, peut-être dans une moindre mesure, mais ça me surprendrait que ce soit pas le cas. Je pense qu'on veut également calmer un peu la population parce que sincèrement, si le commun des mortels apprend aujourd'hui que maintenant qu'on a réglé les gros bobos, l'avion est plus bon. Il faut remotoriser l'avion. Et je pense que pense que ça passera pas.
On a parlé Moi, je le comprends, là, mais je pense pas que ça va passer. Là. On a parlé que Lockheed travaille sur une arme à énergie directe. Oui. Un laser. Oui. Ça fait longtemps. À l'époque, j'étais sur un forum sur Internet. Mm-hmm. Puis il y avait un ingénieur de Lockheed qui avait travaillé sur le F-35. OK. Puis qui disait que l'avion, là, dès les années 2000, là, quand c'était le X-35, c'était déjà prévu d'installer un laser quelque part là-dessus. Ben, je pense que c'est un petit peu comme n'importe quoi, comme le bateau, il devait en avoir un sur le Zumwalt et tout ça, là. Le Zumwalt, c'est un... Ben, c'était un railgun, là. Ouais, mais là les Américains, ils ont mis des lasers sur les LPD. Ouais. Pour détruire les drones. Mais le gros du problème, puis tu le mentionnais quand on préparait l'émission, là, le gros du problème, c'est pas le gun en tant que tel, c'est que ça te prend une source d'énergie incroyable. Ouais. Là, fait que... On a parlé aussi que les capacités vont être limitées par la capacité de l'avion à générer l'électricité. Mm-hmm. Aussi la capacité de l'avion, comme on en a parlé au début de l'épisode 2, à dissiper la chaleur de l'avionique. Oui. On a beau avoir un laser sur l'avion, mais toute cette chaleur-là que le laser va générer via les condensateurs ou peu importe, je sais pas comment ça fonctionne ces trucs-là. Ouais. Mon expérience laser, ça vient de Star Wars, donc c'est plus ou moins valable. Ouais. Et donc, est-ce que l'avion est capable de dissiper et rester furtif? Donc, c'est tout des questions que les ingénieurs doivent travailler dessus. Donc, est-ce qu'on va voir le F-35D un jour? Ça serait le Bloc 5 qui pense qu'il changerait de désignation. Ouais. Donc, il y en a qui pensent qu'on va probablement le voir arriver avec la US Air Force, avec un nouveau moteur. Ouais. Ben, on semble dire que ça s'en vient le Bloc 5 dans 5 ans. Non, c'est Bloc 5 est probablement dans 20 ans. Oui, sauf qu'on connaissant comment ça se passe, ils sont en train d'y travailler. Oui, ils conceptent déjà, mais le Bloc 5, on le verra pas arriver probablement avant 2040, un truc comme ça. Ouais. Dans le cas de la marine américaine, on verra probablement pas parce qu'ils travaillent déjà sur un projet, le FA d'avion sans pilote. XX. En fait, non, avec pilote, mais juste pour remplacer les Super Hornet. OK. Et remplacer le F-35 en même temps. Ah ouais. Vraiment un avion embarqué. Juste un qui ferait tout. Juste un qui fait tout. Mais juste à eux autres. Oui, juste à eux autres. Ouais. Parce qu'on vu qu'on leur a tordu le bras. Ouais. Pour le moteur, je sais pas si tu étais au courant des options de croissance pour le moteur, les 2 options que Pratt a pour le moteur du F-35 en ce moment. En ce moment? Oui. C'est pour le bloc 4. Vas-y, ouais. L'option 1, c'est 6% de meilleure consommation ou 10% de poussée en extra. C'est un ou l'autre. Puis l'option 2, 20% de réduction de la consommation ou 15% d'augmentation de poussée. Oui, effectivement. Ton 20%, lui, j'étais pas au courant. Mais le gros du problème avec ça, c'est que on va quand même finir par être limité thermodynamiquement au niveau du moteur. C'est que, dans le fond, ce qui arrive quand les motoristes présentent des options dans ce style-là, c'est que c'est des extrapolations, dans le fond. Puis eux disent, en fonction de comment fonctionne le moteur en ce moment, nous pensons que... Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est mettre un peu plus de fuel. Parce que je pense pas qu'ils vont repartir dans un redesign complet de la chambre à combustion et tout ça. Là. Donc, ce que ça sous-entend... Ils vont chipper le moteur. Grossièrement, ouais. C'est qu'ils vont demander à l'équipe de Toretto. Ouais, probablement, oui. Ils vont mettre plus de fuel et modification limitée. Tu sais, modification limitée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai déjà vu, par exemple, sur des moteurs où t'as envoyé ta chambre à combustion se faire driller. T'sais, genre, il faisait plus de trous pour qu'il y ait plus d'air qui rentre des... Ouais, c'est ça. Fait que l'exemple est un peu grossier et probablement pas approprié, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible d'être fait, mais ce qui est possible d'être fait, c'est très limité. Parce que éventuellement, même si tu dis ouais, mais on va changer la chambre à combustion pour en mettre une dans 100% céramique, OK, mais ce qu'il y a autour, on sera pas capable de le prendre de toute façon. Non, c'est ça. Donc reste à voir s'ils vont être capables de faire ça. Fait que pour être capable d'avoir un peu plus de poussée, ça veut dire qu'on va mettre un petit peu plus de fuel, peut-être mieux contrôler le taux de dilution. Donc on va jouer par exemple avec la tuyère en arrière. C'est une séquence qui est contrôlée par le computer, ça. Il y a moyen de jouer avec ça pour contrôler la pression. Tu sais, on voit ça dans Top Gun là, quand au début là, avec la toune de Kenny Loggins, là, puis tu vois
quand les moteurs rentrent en puissance, le full post-combustion, ils vont décoller, tu vois les tuyères qui s'ouvrent, là, puis ça, là, cette ouverture-là, là, c'est à une certaine époque, c'était géré par... C'est la pression de fuel qui faisait ouvrir ou fermer C'est ce qu'ils appellent en bon anglais les fuel hydraulics. Les fuel hydraulics, oui. Oui, c'était exactement ça. C'est hydromécanique. La poussée vectorielle, c'est le carburant aussi qui fait marcher ça. Oui, tout à fait. Puis, donc ça, cette ouverture-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on joue avec la pression dans la tuyère à l'échappement, là. On vient jouer avec la pression en arrière. Donc, il y a une séquence là-dedans qu'on peut aussi adapter. Il n'y a pas une grosse marge de manœuvre, là. Donc, pas besoin de me sauter dessus dans les commentaires. Là, je le sais qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec ça, mais ça peut être une possibilité aussi de... puis tu peux jouer avec la programmation du FADEC aussi. Tout ça, c'est possible d'être fait, mais encore une fois, comme tu l'as si bien mentionné, la marge de manœuvre, c'est pas grand-chose que Pratt offre. C'est pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à moins de commencer à modifier le moteur, puis là, ça va coûter cher. Parce que si tu modifies le moteur, il faut le recertifier, entre guillemets, là. Parce que c'est pas parce que c'est les militaires que c'est pas certifié. Ça, c'est quand même, mais une très fausse idée que les gens ont de dire les militaires ils font ce qu'ils veulent. Non. Donc, c'est autant sérieux, sinon plus, que ce qu'on a dans le civil. Donc, c'est faux de dire qu'ils s'en foutent et qu'ils font n'importe quoi. Donc, si tu joues là-dedans, il va falloir recertifier. Fait que c'est probablement à long terme, je dis, mettons, d'ici les 10-15 prochaines années, c'est probablement, éventuellement, il va y avoir un coût, tu sais, que rendu là, ça vaut plus la peine. On va commencer à travailler sur l'intégration du nouveau moteur. Fait que ça va être à suivre. Puis au niveau du moteur, Olivier, ça va être intéressant à suivre. Pourquoi? Parce que le changement de moteur va probablement amener des changements au niveau avionique et système de l'avion, donc éventuellement au niveau d'armement et de problèmes, peut-être de nouvelles options au niveau au niveau du combat, la gestion du combat, le situational awareness system. La conscience de la situation. Ouais. Donc c'est ça qui fait que là, gardez un œil sur le changement du moteur. Là. Si vous entendez dire que Pratt modifie le moteur intensément et ou qu'on s'enligne pour remotoriser plutôt que prévu, ça va amener beaucoup d'autres changements en cours de route là, parce qu'on se dépêcherait pas à le faire si juste pour changer le moteur, ça vaut pas la peine. C'est parce qu'on va avoir besoin d'autres choses. Bon. C'est bon, ça. Je pense qu'on a fait le tour. Hey, c'est quand même assez complet. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est intéressant de travailler sur ce dossier-là. Ce dossier-là qui fascine tant de gens et qui en énerve tout autant. Donc, on a parlé longuement du F-35, juste pour finir, faire un petit tour des chasseurs de la 5e génération qui traînent. Ouais donc. Vite, le 22. Ouais. Le Chengdu J-20. Les Chinois. Le Shenyang FC-31. Ça doit être encore chinois, ça. Sukhoi Su-57. Oui. S'ils crachent pas, là, oui. Et le KFX des Coréens. Ouais. Le TFX des Turcs. Le Tempest. Oui, c'était le prochain sur ma liste. Yo, je le savais. Et on finit avec Airbus et Dassault, le FCAS. Ouais. Donc, c'est le F-35, c'est vraiment le plus gros programme en ce moment, mais il y a tous ces avions-là qui sont soit en service et ou en production et en service. Ouais. Donc, ce qui est quand même drôle là-dedans, juste pour finir, pour faire le lien avec tes avions futurs 5e génération, là, c'est qu'on a beaucoup, tu sais, ces dernières années, on a beaucoup pesté et été en beau fusil, pour rester poli à la radio, là, contre le F-35, puis on a entendu beaucoup de choses, tu sais, un avion de machin et c'est de la chenoute et tout ça, là. Sauf que tous ces programmes-là, de façon indirecte, bien évidemment, parce qu'il y a du secret industriel et tout là-dedans, mais quand même, vont bénéficier de toutes ces erreurs-là. Oh oui. Que tu le veuilles ou non, là. Les autres pays, ils regardent ça et ils prennent des notes. Mais oui. Puis tu sais, des ingénieurs, là, ça voyage. Peut-être pas en Turquie, là, mais en Angleterre. Puis on le sait pas, peut-être que dans 4-5 ans,
Les Anglais vont signer une entente protocolaire avec Lockheed qui va devenir le consultant en chef du Tempest. Bon, je dis n'importe quoi, là. On sait pas. Mais tout ça pour dire que on a beaucoup chialé, on a beaucoup pesté contre le F-35. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que les prochaines générations d'appareils vont bénéficier de toute cette expérience-là. Que vous le vouliez ou non, de façon directe ou indirecte, c'est sûr et certain qu'on va tirer des leçons de ça. Même pour des pays comme la Turquie et tout ça. La Chine, absolument, qui voit ça aller, qui entend parler des problèmes. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir le code en avant de toi pour comprendre que ils ont telle sorte de problème, donc il va leur faire attention à, tu sais. Ben, ils l'ont déjà eu le problème. Eux, ils le vivent. Puis toi, tu vas t'organiser pour pas l'avoir. Donc, tu sais. Fait que ça va faire des petits, ça, ce programme-là, puis ça va aider bien plus de gens et bien plus de programmes et créer bien plus de jobs qu'on pense. Bien dit, oui. Hein? Oui, très bien dit. Très beau mot de la fin. Excellent. Alors, on espère que vous aurez apprécié. Je vous confirme, pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas, je vous confirme que Olivier a fait un travail titanesque de recherche et pour vous monter ce petit... Vous n'avez pas vu le prochain dossier. Vous n'avez pas vu le prochain dossier, ni les livres, la tonne de livres qui va avec. Donc, on espère que vous aurez apprécié. Laissez-nous vos questions, commentaires. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous. L'idée, c'est de générer le débat, c'est de discuter puis de voir où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça. Donc, on attend tout ça avec impatience. C'était Grégory Blanc. Olivier Lacombe. À la prochaine! Au revoir! Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.